Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée ce soir au Maroc. Le Maroc plongé dans une crise sociale profonde, notamment avec la multiplication des appels à la mobilisation massive et spectaculaire de dizaines de milliers de jeunes Marocains désespérés par la pauvreté endémique qui règne dans le royaume, mais aussi par la corruption et l'impunité qui gangrènent les institutions. En plus de cela, le royaume se démarque également par une politique expansionniste colonialiste au détriment du peuple sahraoui qui continue de lutter pour le recouvrement de sa souveraineté et son droit inaliénable à l'autodétermination, mais aussi une alliance de l'infamie tissée avec l'entité sioniste en plein génocide contre le peuple palestinien. Le tout attise donc la colère de la rue marocaine qui multiplie les mobilisations pour demander la rupture du traité de normalisation de la honte. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'être aux côtés de M. Saïd Ayachi. Bonsoir. Plaisir pour moi, merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je refais les présentations. Vous êtes président du comité de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Encore une fois, merci d'être avec nous ce soir. Et puis, se joint à nous également depuis Paris, Gamal Abina, expert des questions internationales. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors messieurs, avant d'entamer le débat, je vous propose tout d'abord de faire un point de la situation dans le royaume. Le mécontentement populaire ne cesse de s'agrandir alors que des milliers de citoyens sont donc descendus dans les rues pour protester contre la flambée des prix et la détérioration des conditions de vie. À l'appel de l'association marocaine de protection des deniers publics, la population a exprimé son ras-le-bol face à une situation devenue insoutenable, marquée par une inflation galopante et une gestion économique défaillante. Les détails, Mohamed Ali Ben Chabal. Les manifestations populaires au Maroc interviennent dans un contexte socio-économique très complexe et d'une forte poussée inflationniste, mettant le gouvernement sous le feu des critiques. De nombreux observateurs pointent du doigt la corruption endémique et la dilapidation des deniers publics comme étant à la source des problèmes actuels. Des projets d'infrastructure à grande échelle aux investissements publics, une grande partie des fonds destinés au développement semblent disparaître dans des circuits opaques, alimentant un sentiment d'injustice parmi la population. Selon le Haut Commissariat au Plan, le taux d'inflation sous-jacent au Maroc a augmenté en août dernier à 2,6% sur une base annuelle contre 2,1% en juillet. Les données du HCP ont révélé que le taux d'inflation générale s'est accéléré en août dernier de 1,7% sur une base annuelle contre 1,3% en juillet. L'agence gouvernementale en charge des statistiques a expliqué que cette accélération est due à une hausse des prix des produits alimentaires d'environ 2% et des produits non alimentaires de 1,4%. Les prix d'autres produits ont augmenté de 1,7%. Le manque de transparence et la mauvaise gestion des ressources ont conduit à un affaiblissement des services publics essentiels, aggravant ainsi les difficultés des classes moyennes et des plus démunis. Les récentes mesures adoptées sont perçues comme des tentatives superficielles, incapables de répondre aux véritables préoccupations des citoyens. Ces initiatives, jugées comme des cache-misère, n'ont pas suffi à calmer une population épuisée par la hausse incessante des prix des produits de première nécessité et le manque de réformes structurelles. Face à cette situation explosive, le Makhzen se retrouve dans une position délicate. Si la répression des mouvements sociaux a toujours été la réponse privilégiée du régime, la gravité des revendications actuelles et l'ampleur du mécontentement risquent de rendre cette approche inefficace. Alors Saïd Ayachi, les appels à la mobilisation se multiplient au Maroc, notamment face à la situation socio-économique, on vient de le voir, qui est de plus en plus difficile, et à la pauvreté endémique que vit le peuple marocain. Pensez-vous qu'après la tentative de fuite massive de la jeunesse, on puisse aujourd'hui parler de crise politique et sociale ouverte dans le royaume ?
Alors, à mon sens, que nous parlions de la tentative de fuite de la jeunesse marocaine, parlons de la situation d'ensemble. Nous assistons à un quasi-effondrement de l'économie marocaine. Cela ne dure pas d'aujourd'hui, cela déjà dure depuis quelques années. Et les facteurs aggravants sont là, tous les voyants sont au rouge. Donc la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années, le coût de l'énergie qui a augmenté de façon accélérée, bien entendu les détournements des fonds d'investissement réservés par la loi des finances du Royaume qui passent dans la bourgeoisie marocaine et la mise en coupe réglée de l'économie marocaine par des investissements étrangers comme Prador, les investissements français, espagnols et aujourd'hui même sionistes. Et évidemment, à ce tableau déjà très inquiétant, pour ne pas dire apocalyptique, s'ajoute le fait de la normalisation. Et donc, 25% de la population marocaine était déjà depuis toujours pratiquement vivait selon un seuil de pauvreté, mais les classes moyennes se sont affaissées avec un pouvoir d'achat qui se rôde de façon continuelle et on rejoint quasiment ce pourcentage, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, un effet d'entraînement. La précarité sociale a jeté les Marocains dans la rue pour exiger un meilleur niveau de vie, un meilleur cadre de vie, et la normalisation qui a été très mal vécue par le peuple marocain qui reste attaché à la sacralité de la cause palestinienne, aujourd'hui joue comme un exutoire pour pouvoir porter la revendication dans la rue. Et nous entendons dans les émeutes que nous entendons, aussi bien pour le pouvoir d'achat que contre la normalisation. Et vous avez des organisations civiles très actives qui plaident pour les deux objectifs. Malheureusement, je crois que le régime marocain a le dos au mur et nous avons vu comment, de façon très désespérée, il fait face aussi à des échecs diplomatiques retentissants et récurrents. Bien entendu, ce n'est pas la position de la France qui a changé, qui quelque peu peut améliorer sa situation, parce qu'elle se heurte d'abord au sein de la classe politique française d'un côté, mais même sur le plan international, en considérant que l'obligation de la France en tant que membre du Conseil de sécurité de respecter le droit international. Et donc vous voyez que de ce côté-là, les paris qui ont été faits par le régime marocain sur aussi bien son alliance avec l'entité sioniste que sur l'effet d'entraînement espéré par le changement de la position espagnole qui a fait long feu et celle de la France aujourd'hui, toutes convergent vers un échec patent de la politique marocaine dans tous les domaines. On y reviendra justement plus en détail tout au long de l'émission. Saïd Ariachi, Gamal Abina, pensez-vous que le régime marocain aujourd'hui est dos au mur? Est-ce qu'on peut parler d'un véritable ras-le-bol du peuple marocain? Oui, un ras-le-bol, ça vient d'être expliqué à l'instant. C'est vrai que le pays subit, jusqu'en 2020, l'économie était plutôt en croissance et la réduction de la pauvreté était observable. Il y a une pauvreté endémique, mais elle reculait. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'accélération effectivement de l'histoire depuis la crise du Covid, où ça a été un arrêt de l'économie marocaine pour ce qui concerne le tourisme. On le sait, ça a un impact considérable parce que le tourisme, c'est essentiellement le secteur hôtelier, le secteur effectivement du loisir, le secteur surtout l'artisanat qui nourrit beaucoup de populations marocaines et le secteur de la restauration. Donc tous ces secteurs étaient en panne, mais ça, le monde entier était à la même enseigne. Après un démarrage à la suite du Covid de l'inflation qui a commencé à paupériser les classes inférieures, les classes pauvres en l'occurrence, et puis aujourd'hui, il y a une inflation qui a augmenté parce qu'effectivement, à la suite de la brouille entre l'Algérie et le Maroc, eh bien la coupure du gaz a fait exploser littéralement le coût de l'énergie. Il faut se rappeler que le gaz était quand même vendu à des tarifs très avantageux. C'était un contrat de 94 qui était quasiment avec des prix extrêmement bas à l'époque et qui couvrait effectivement le Maroc dans ses besoins essentiels, contrairement à ce qu'ils avaient raconté. Aujourd'hui, on est dans un pays où il y a une crise qui succède à une crise sociale, une crise politique, une crise de confiance, évidemment, une crise de confiance par rapport au gouvernement, puisque c'est un millionnaire, voire un milliardaire qui est à la tête de l'État marocain aujourd'hui. Je parle du Premier ministre. Et surtout, une crise simplement par rapport à la question palestinienne. Le Maroc est un des pays qui était plus en pointe sur le soutien à la Palestine. Et quand ils ont vu tomber sur eux
cette paix honteuse, j'appelle pas ça normalisation, c'est bien une paix honteuse, eh bien, ils sont en colère parce qu'on leur retire le dernier élément à peu près de liberté d'expression qu'ils avaient par rapport à une question essentielle. Et donc, tout ça crée des conditions de crise énormes. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement essaie de trouver des mesures d'apaisement. En décembre dernier, ils avaient voté, par exemple, pour 10 millions de Marocains, un service minimum social. Je crois que c'est 50 euros, si je ne me trompe pas, par mois, pour faire en sorte que la gronde, que la fronde baisse. Mais ça ne change pas le fait qu'il y a une combinaison de facteurs, à la fois les questions sociales dégradées, des questions politiques, des questions morales, puisque la paix honteuse avec l'entité sioniste est problématique, et ça révèle surtout une véritable difficulté du Maroc, à savoir que c'est un pays qui dépend réellement de l'étranger, pour le tourisme évidemment, enfin, ça c'est logique, mais surtout pour l'économie. Je veux dire, la plupart des entreprises marocaines sont les entreprises françaises, espagnoles, et maintenant pour le sécuritaire, sioniste. Donc c'est vrai que là, ça commence à interroger sur la viabilité du modèle économique marocain qui, il faut le rappeler, est un modèle ultralibéral. Dans un pays africain, dans un pays pauvre, l'ultralibéralisme, ça fait des dégâts. Très bien, Gamal Abina, je reste avec vous. Alors, vous venez justement d'évoquer le nom du Premier ministre marocain, Aziz Akhanouch, qui est donc très impopulaire dans le royaume. Il jouit d'une certaine impunité, comme d'autres hauts responsables justement dans le pays. Est-ce que vous pensez que le non-respect des lois, de la Constitution, des droits fondamentaux, et ainsi que donc cette impunité plonge le Makhzen aujourd'hui dans l'incertitude? Vous savez, quand un royaume, parce qu'on parle de royaume, on ne parle pas d'une république, et donc d'un système un peu plus souple, le système républicain, quand un royaume édicte des lois par la tête de l'État, évidemment, c'est compliqué de se plier à la Constitution qui a été réformée après 2011. Il se trouve que le roi Mohamed VI était très populaire au Maroc, l'est toujours plus ou moins, mais qu'il commence à y avoir effectivement une colère qui s'exprime. Et le fusible, on parle bien du Premier ministre, Akhanouch, est un fusible confortable, parce que d'abord c'est un milliardaire, donc déjà c'est l'image de l'homme qui a de l'argent face à des gens qui sont pauvres, et puis surtout c'est un homme qui est complètement ultralibéral, donc qui se fiche complètement de la base sociale, qui va donner quelques pis-aller, des petits éléments comme ça pour endormir la population, mais en substance il n'est pas dérangé pour conduire une politique très libérale. La problématique au Maroc, je prends un exemple très concret, par exemple, vous avez un problème de soins, de santé, alors ils ont installé, semble-t-il, une couverture généralisée de la maladie, mais ça faisait quand même 60 ans qu'on attendait. Eh bien, quand vous allez à l'hôpital, si vous n'avez pas d'argent, vous ne prenez pas en charge. Et ça, c'est problématique, parce que c'est un pays pauvre, avec des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, et qui se retrouvent, la moyenne, je crois, de salaire, c'est entre 250 et 300 euros par mois, je donne ça en euros, hein, donc 3000 dirhams, eh bien, ils se retrouvent effectivement en difficulté chronique. Pendant le Covid, on a cru que le Maroc, parce qu'il y a eu beaucoup de publicité faite sur la fabrication de masques, que le Maroc était épargné, bah, c'est le troisième pays le plus impacté d'Afrique, parce qu'effectivement, les conditions de réception des malades n'étaient pas réunies. Alors, évidemment, ce n'est pas de la faute de l'institution marocaine pour le Covid. Par contre, la prise en charge des populations a posteriori aurait dû mieux se faire. La question du tremblement de terre, c'est pareil. Il y a encore 3000 personnes qui cherchent à être relogées. Alors, ils ont été pris en charge pendant un an. Je crois qu'il y avait une indemnité de 200 euros par mois, si je ne dis pas de bêtises. Mais l'indemnité s'est arrêtée au bout d'un an, alors qu'il y a encore des gens qui sont à la rue. Donc, c'est vrai que toutes ces questions qui se succèdent, en plus d'une crise malheureusement liée au réchauffement climatique, une crise de l'agriculture, puisqu'il y a une sécheresse endémique qui fait que ça fragilise les pans les plus faibles aussi de la société. Là, on commence à avoir vraiment des combinaisons de facteurs qui font que si le Maroc ne réagit pas vite, il y aura de vrais problèmes sociaux et que ça risque de créer des tensions sociales de plus en plus fortes. Très bien. Saïd Ayachi, pour rebondir sur ce que vient de dire Gamal Abina, alors la gestion des catastrophes naturelles, notamment des séismes dramatiques d'El Haouz et dernièrement des inondations, sont très décriées au niveau du royaume et elles mettent des millions de Marocains dans des situations de détresse. Selon vous, c'est un élément de plus qui augmente la colère populaire aujourd'hui? Sur le plan local, je pense que oui, bien sûr, mais c'est surtout le démasque cette carte postale qu'on nous a faite du Maroc comme étant d'abord une démocratie monarchique, si l'expression est juste, mais surtout comme un pays de liberté, un pays où on s'occupe. Vous savez que la population rurale du Maroc vivait déjà pratiquement à l'échelle du Moyen-Âge. Qui plus est, avec le séisme dévastateur qui a eu lieu il y a un an, jusqu'à maintenant, il y a encore des gens sous la tente et il y a encore des gens qui n'ont pas reçu d'aide. Et évidemment, il n'y a pas d'école pour les enfants, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de trucs, etc. Et donc, ça a démasqué cette image du Maroc capable de s'occuper de sa population, en mesure de parer aux plus blessés et de survenir aux détresses les plus urgentes. En fait, il n'en est rien. Les populations rurales sont abandonnées à leur sort. Qui plus est, d'abord, le roi est absent, mais le gouvernement qui est dirigé par
ce multimilliardaire Aziz Hanouch, se soucie surtout de prendre sa part du trésor public, avec toute une bande qui sont organisées au niveau du parti majoritaire et au niveau de la bourgeoisie marocaine, et sous le pilotage d'André Azoulay, qui veut les enfoncer encore davantage pour livrer encore davantage donc aux spoliateurs internationaux le royaume et son économie. Et comme c'est un pays, qu'on le veuille ou pas, qui est quand même rural, qui vit de l'agriculture, nous avons parlé donc du stress hydrique et du manque de pluie depuis des années. Donc l'agriculture est sinistrée. Et nous avons parlé donc de l'inflation, du coût de l'énergie, mais surtout, revenons là-dessus, surtout que maintenant, l'économie marocaine n'appartient plus aux Marocains, à part les grandes fortunes déjà bien installées. Mais vous avez une offensive féroce des entreprises françaises, sous la coupe même du gouvernement français. Et vous avez depuis longtemps déjà les entreprises espagnoles au nombre de 350 de grandes entreprises espagnoles installées. Et aujourd'hui, les entreprises sionistes qui investissent à tout va et à qui on déroule le tapis rouge pour ce faire. Par conséquent, quand on réunit tous ces éléments d'analyse, on voit bien que ce n'est pas demain que le Maroc pourra sortir de cette ornière et surtout de pouvoir satisfaire les justes revendications de la population marocaine, qui, elle, ne voit rien venir depuis des années. Souvenez-vous que ces émeutes ont débuté il y a déjà 2 ans et demi. Et donc, elles ne désarment pas. Nous voyons tous les jours, pratiquement dans les grandes villes marocaines et même les villes moyennes, nous voyons donc des foules déversées dans la rue, parce que tout simplement, ils sont au désespoir. Et il y a des gens qui ne mangent plus à leur faim. Et bien entendu, une grande proportion de Marocains. Une proportion, j'allais dire, significative. Et par conséquent, voyons cela, et quand on couple cette situation désastreuse avec la normalisation, remarquons que depuis l'attaque du 7 octobre de la résistance palestinienne, on ne parle plus de normalisation, c'est-à-dire, ou du moins des effets bénéfiques de la normalisation. Et par conséquent, aujourd'hui, le régime ne peut plus faire marche arrière dans cette entreprise aventureuse et hasardeuse dans le Malaisie avec l'antisioniste, qui par ailleurs l'antisioniste, qui elle force le Maroc à ouvrir les portes de son économie et même, j'allais dire, de ses terres pour investir et s'installer durablement. Cela, bien sûr, je le répète, est repris comme un motif de revendication par la foule marocaine qui, aujourd'hui, pratiquement, nous donne l'image d'un pré-divorce sérieux entre le peuple et le roi. Alors que la personne du roi a été sacralisée par une tradition marocaine, aujourd'hui, si on ne s'attaque pas au roi frontalement, on le cite quand même comme étant responsable de la situation que vivent les Marocains. Très bien. Gamal Abina, avant de revenir à tout ce qui est autour de cette normalisation avec l'entité sioniste, je voudrais qu'on reste sur cette gestion des catastrophes naturelles. Cette crise qui touche le Maroc aujourd'hui a mis à nu finalement la gestion de ces catastrophes naturelles, surtout avec l'approche de l'hiver. Tout à fait. Il faut déjà tenir compte du fait que quand on a un tremblement de terre, le monde entier a un tremblement de terre. Vous avez eu ça à Kobe, par exemple, au Japon. C'est toujours extrêmement difficile de faire face parce que les catastrophes de ce type ne sont pas humainement gérables. Et en règle générale, il y a un concours du monde entier pour essayer de subvenir aux besoins des Japonais à l'époque, des Iraniens récemment ou des Turcs. Donc un tremblement de terre, c'est toujours très difficile à gérer. Pour un pays riche déjà. Donc un pays pauvre, à plus forte raison. Donc le Maroc, le problème qui s'est posé, c'est que moi j'ai des amis qui sont partis pour apporter leur concours, et c'est bien, il y a eu une un concours de la population en général, une solidarité populaire, mais les moyens de l'État n'étaient pas au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que les zones frappées par le tremblement de terre sont des zones très éloignées, très escarpées. Et donc ça a révélé effectivement la faiblesse d'un Maroc à 2 vitesses. Excusez-moi, j'ai attrapé un coup de froid. À vos souhaits. Merci. Et donc c'est un Maroc à 2 vitesses.
Conséquence de quoi, on s'est rendu compte que la façade maritime est merveilleuse, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai vécu à Tanger, j'ai vu Marrakech et pas mal de villes. Tout ce qui est lié au tourisme est très entretenu, très beau. On a même fait un TGV spécialement dédié au tourisme, parce qu'il faut de l'argent pour se payer un TGV comme ça. Par contre, ce qui est à l'intérieur des terres, tout ce qui est paysannerie, donc l'essentiel de la population, à peu près 60 à 70% de la ruralité, elle est un petit peu à l'abandon. Et on a vu effectivement que la face cachée du Maroc n'est pas reluisante. L'idée des Marocains était au départ, l'idée d'Azoulay et d'autres conseillers, c'était la théorie fumeuse qu'on a connue dans les années 20 aux États-Unis du ruissellement. C'est-à-dire que les riches sont tellement riches que par ruissellement, ils vont toucher les pauvres. Mais ça, c'est une idée ultralibérale qui est complètement fausse, qui est ridicule. Un riche restera riche et continuera à s'enrichir sur les pauvres. Il n'a pas l'intention de faire monter le niveau de vie. Tant que ça tient, il continue. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc a révélé deux choses. La faiblesse structurelle de l'économie, c'est l'économie de dépendance, que ce soit le tourisme ou des industries étrangères. Et c'est une économie effectivement fragile parce qu'il y a vraiment des gros décalages entre la ruralité et le monde des villes. On est sur deux entités qui ne se croisent pas, qui ne se côtoient pas, qui ne se parlent pas et qui, lorsqu'elles se parlent, manifestent leur colère. Et on met quoi à la tête de l'État marocain? Le pire élément qu'on puisse mettre, un milliardaire. Je veux dire, franchement, en termes de signal négatif, on ne pouvait pas faire pire. Donc tout ça donne effectivement à réfléchir. Est-ce que le Maroc est en mesure de faire face aux catastrophes naturelles? Bien non, c'est un pays pauvre, donc c'est la solidarité populaire qui l'emporte. Est-ce que le Maroc est capable de se relever de ces crises? Ça va être très difficile parce que de toute façon, la crise agricole, l'assèchement des terres, et à cause du réchauffement climatique, encore une fois, c'est pas de leur faute, mais ils n'ont pas les moyens de faire des stations de salement, par exemple. Il faut un plan de financement lourd. Ils n'ont plus les moyens d'aller chercher de l'argent à l'étranger parce qu'ils ont plus de 75 milliards de dettes. Donc ça devient compliqué pour les Marocains Mais ils ont les moyens pour organiser une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique, Gamal Abina. Alors ça, c'est encore une fois une théorie fumeuse qui consiste à croire que parce qu'on fait une Coupe du Monde, on va attirer des capitaux et ça va créer un engouement. Mais ça, c'est absolument ridicule. On a vu la Grèce qui avait organisé les Jeux ou autre. C'est pas ça qui crée de l'argent. Je veux dire, il faut les pays riches pour ça. Un pays, même l'Afrique du Sud, elle a quand même supporté une Coupe du Monde qui lui a coûté cher. Donc c'est pas très malin, mais c'est vrai que là, c'est des paris qu'ils mettent en avant dans une période où ils ont signé, c'était avant la crise de 2020. C'est avant le Covid et avant les sécheresses. Donc c'est vrai qu'ils avaient fait un pari qui était audacieux, on peut dire, en même temps qui était risqué, parce qu'aujourd'hui, il faut le tenir, l'engagement. Et le Maroc va peut-être être en grande difficulté pour cela. Saïd Ayachi, je vous vois hocher de la tête et sourire doucement. Je voulais dire, vous avez raison d'insister sur le manque de prise en charge sérieuse des populations sinistrées. Vous savez que ce genre de situation est maintenant codifié de façon très précise par les instances internationales. Et après la phase d'urgence, bien sûr, qui suit les heures et les jours de la catastrophe, il y a la stabilisation des populations d'abord, c'est la deuxième phase, la phase de reconstruction. Il n'y a ni stabilisation, d'abord il y a eu une très, très mauvaise prise en charge des urgences avec cette politique diplomatique mal placée de refuser l'aide internationale de certains pays. Je citerai l'Algérie et la France entre autres, parce qu'on mélange la politique. Comment expliquer ce refus? Mais parce qu'on mélange l'humanisme et la politique. Ce qui est, quand on est devant une catastrophe, il n'y a que l'humain qui parle, il n'y a pas autre chose. Et donc ça a été d'abord très maladroit et improductif, pour ne pas dire contre-productif, d'une part, et d'autre part, la stabilisation, bien sûr, on n'en est pas du tout. Quant à la reconstruction, c'est renvoyé au calendrier grec. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, c'est tout simplement... D'abord, M. Abina l'a dit, on pense qu'il y a des retombées probables de cette Coupe du Monde, ce qui est très problématique. Mais par contre, c'est probablement encore un tour de passe-passe pour pouvoir occuper le peuple, pour dire, regardez, nous sommes un grand pays, nous organisons la Coupe du Monde et vous allez avoir les jeux du cirque comme cela existait du temps des Romains. Très bien, Saïd Ayachi. Alors vous évoquiez, on reste avec vous, vous évoquiez tout à l'heure la famine qui touche le peuple marocain. Il y a eu, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, il y a eu cette vidéo d'une jeune femme qui voulait justement quitter le royaume pour se rendre dans l'enclave de Ceuta, donc en Espagne. Elle a été empêchée donc de partir et elle se plaignait justement de cette famine, du manque de travail. Elle disait qu'elle ne trouvait pas de travail, etc. La tempête de la faim est enclenchée dans ce royaume finalement. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Il y a d'abord, je disais qu'il y avait à peu près 25% de Marocains qui vivent depuis toujours au niveau du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils mangent quasiment une fois par jour dans le meilleur des cas. Maintenant, cette proportion a nettement augmenté avec la situation catastrophique que connaît le Maroc sur tous les plans. Et évidemment, il y a aussi
enfin, soyons vigilants, il y a cette manœuvre qui a été faite de pouvoir pousser les Marocains pour aller vers Ceuta pour essayer de forcer le passage. En réalité, si on prend le problème du côté de la population, ils se disent mieux ça que de mourir de faim. Oui. Puisque, on dit, moi j'ai vu quelques vidéos, mais beaucoup d'analystes marocains et beaucoup de vidéos venant sur les réseaux sociaux montrent que les gens font de façon régulière maintenant les poubelles au Maroc. Et une partie de la population, soyons justes. Et donc, cette histoire de population lancée sur Ceuta est encore une autre manœuvre du Makhzen qui sait très bien jouer de ces choses-là. La menace, le chantage, la corruption, l'immigration clandestine, la menace avec l'immigration clandestine. Il y a à peine un mois et demi, la ministre de la Défense espagnole visitait l'île en question que le Maroc veut maintenant récupérer d'une façon ou d'une autre pour, effectivement, pour encore une fois, jouer le rôle de leurre pour la population. C'était un subterfuge pour pouvoir offrir cela au peuple en disant nous avons récupéré quoi que ce soit. Bien sûr que l'Espagne ne l'entend pas de cette oreille, ce qui risque d'ailleurs, et on le souhaite, de créer des tensions dans les relations maroco-espagnoles. Mais c'est encore une fois une manœuvre du régime marocain. Évidemment, si l'on prend le problème du côté du peuple, ils cherchent comme cette femme, n'importe quel échappatoire, une sortie pour pouvoir suivre, pour pouvoir, j'allais dire, se soustraire à l'enfer qu'il vit au quotidien dans le royaume du Maroc. Donc on peut le dire pour pouvoir survivre, tout simplement, Saïd Ayachi. Tout à fait, on peut parler de survivance, c'est clair. Et je crois que si la situation, à Dieu ne plaise, doit s'envenimer, nous assisterons à des drames, j'allais dire, de malnutrition d'abord qui toucheront les enfants, mais aussi de familles qui n'auront rien à manger. Et à ce moment-là, on verra bien comment le Makhzen va s'en sortir devant une réalité importante. Sauf que cette situation qui est appelée, en toute logique, qui est appelée à s'aggraver, va encore creuser le fossé qui existe entre le peuple et la monarchie. Et donc, quelque part, le régime lui-même sera menacé dans son existence. Très bien. Gamal Abina, vous rejoignez les propos de Saïd Ayachi. Vous pensez qu'il s'agit d'une manœuvre du Makhzen plutôt que d'un phénomène, d'un vrai phénomène d'exode massif qui traduit donc une importante crise du régime marocain? Il y a beaucoup de manœuvres dilatoires, on a déjà vu ça plusieurs fois. À l'époque, il y avait les Rifains qui étaient massivement passés sur Ceuta, c'est la région du Rif qui est occupée, et Melilla, donc on a vu que l'armée avait plus ou moins laissé passer, d'après ce qu'ils disaient, puis après ils ont bloqué. Donc là, c'était pour obtenir de l'Europe, effectivement, des financements pour juguler les mouvements comme ça, massifs d'exode. Ensuite, il y a eu la question des subsahariens, dont on se souvient, tragique. Hein. Oui. Alors, il faut être très clair, les subsahariens, c'était des Arabes, ce sont des Soudanais qui ont été tués. Donc là, c'était une catastrophe en termes d'image. Et ça a eu donné le sentiment que la police tapait sur des Noirs, ce qui est quand même pas la plus belle image qu'on puisse avoir. Puis par la suite, il y a eu cet exode comme ça qu'on observe de plus en plus avec une accélération de l'histoire. Je pense que dès quelque part, il y a un moyen de pression qui est exercé à la fois sur le plan européen, l'Espagne et le reste du monde occidental, et puis en même temps, une pression sur la population pour leur dire, bon, il n'y a pas de solution, mais on vous tient quand même un petit peu en respect. Moi, je pense que le Maroc me rappelle sincèrement par bien des égards la République islamique d'Iran avant la Révolution. C'est-à-dire qu'il y avait les conditions qui étaient réunies, une population à moins de 50% alphabétisée, une paupérisation, une humiliation avec le rapport avec l'entité sioniste, et surtout des riches qui étaient de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres. Et ça a créé les conditions effectivement d'une révolte et d'une révolution pour le coup. Là, je ne sais pas si ça arrivera au Maroc, mais ce qui est sûr, c'est que tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une fronde sociale qui se coalise. Il faut le regretter parce que le Maroc n'a peut-être pas besoin de déstabilisation à ce point. Il aurait fallu que ça vienne du roi, qu'il fasse une vraie réforme, à savoir que ça devienne un régime parlementaire et que lui n'ait plus qu'un pouvoir symbolique. Malheureusement, il n'arrive pas à franchir le cap. C'est dommage. Et en même temps, ils sont arc-boutés sur les questions périphériques, alors que réellement, aujourd'hui, la question économique est centrale. Ça ne va pas s'améliorer. Les réserves de gaz ont été complètement ponctionnées. Maintenant, il faut l'apporter au prix de l'or. L'électricité se fait rare. Il y a, je crois, quand j'ai entendu l'estimation de 40 000 entreprises qui envisagent de quitter le royaume pour des coûts économiques qui ont augmenté, parce qu'il faut savoir qu'en comparaison égale, l'employé marocain coûte 100 € de plus que l'employé algérien, et l'énergie coûte 10 fois plus cher. Donc franchement, les conditions ne sont pas idéales. Mais aujourd'hui, effectivement, le Maroc est à la croisée des chemins. Et s'il n'y a pas de réforme structurelle profonde, avec évidemment une éviction de cette direction catastrophique, ultralibérale, emmenée par ce Premier ministre milliardaire, si on n'est pas capable de présenter autre chose au peuple, ce sera catastrophique.
Mais comment expliquer, Gamal Abina, que près de 4500 personnes, dont des femmes et des jeunes, ont réussi quand même à arriver à la frontière? Vous savez, pour ouvrir les vannes, je ne sais pas si vous connaissez un peu la région, c'est quoi? C'est une sorte de zone fortifiée. Tout autour, il y a des murs avec des barbelés. Il y a un petit peu de sécurité côté espagnol, mais pour l'essentiel, c'est les Marocains qui surveillent. Sauf que quand on a un mouvement de foule puissant, si on a 200, 300, c'est jugulable. Mais si vous avez 4000 personnes, 5000, 10 000, là, c'est compliqué. Et ça passe de partout. Ça peut passer par la mer, ça peut passer par les montagnes. On voit bien sur vos images. Ça peut passer simplement par le chemin de terre où on monte, on escalade littéralement le mur. Il faut quand même rappeler une chose importante. Moi, ce qui me choque le plus dans l'histoire, c'est que les Marocains soient obligés de frauder. Mais ils pour entrer n'assument dans pas leur la propre défaillance territoire. sécuritaire, Gamal Abina. Les Marocains n'assument pas la défaillance sécuritaire. Ils veulent même accuser d'autres parties. Ah ben ça c'est l'accusation utilisée. Quand on a un problème en interne, on cherche l'ennemi extérieur. Mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Dans les faits, il y a effectivement... Alors, il faut jamais oublier, on parle de Ceuta et Melilla, c'est la région du Rif oriental et occidental. Donc c'est la région qui était abandonnée par Hassan II. Moins par Mohamed VI qui essaie de réformer, mais on se souvient que le premier Hirak en 2016 a conduit à ce que les leaders soient mis 20 ans en prison, je parle de Zazafi et ses co-organisateurs de manifestations, pour des questions sociales. C'est pas pour des questions de séparatisme. Ils voulaient plus de social chez eux, et manifestement, que ce soit le Nador ou que ce soit la UCMA, il n'y avait quasiment pas de travail et pas de service hospitalier. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu des révoltes. Ils ont essayé d'intervenir dessus, c'est vrai, mais c'était en 2016. Il y avait encore un petit peu de marge de manœuvre. Aujourd'hui, les marges sont extrêmement étroites. Alors, une autre question pour vous, Gamal Abina. Nous avons enregistré de nouveaux appels à la fuite massive vers les enclaves de Ceuta et Melilla. C'est prévu donc pour le 30 septembre, en plus donc du malaise social et de la crise politique que cela traduit. Pensez-vous que cela inquiète l'Espagne particulièrement et l'Union européenne en général? Oui, il y a l'inquiétude parce que si les Marocains, tant que c'est les subsahariens, à la limite, c'est pas grave, on les repère facilement, on peut les stopper et les mettre en prison. Quand c'est la population marocaine, c'est plus compliqué. Parce que s'il y a un mouvement massif, je ne parle pas d'un mouvement marginal, 5, 10 000 personnes, c'est rien encore. Mais si on a plus de 10 000 personnes, 20 000, 30 000, 50 000, là, ça devient la panique. Personne, comme je le dis, personne ne peut arrêter une foule en colère. Et encore une fois, il faut rappeler quand même que ce sont des territoires occupés illégalement par l'Espagne. Il faut le rappeler tout de même, c'est pas rien. Donc ces deux enclaves sont faciles à prendre. Si les gens sont déterminés, ils peuvent y arriver. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que envahir l'Espagne, entre guillemets, au Maroc, donnera une solution pour ces malheureux? Je ne le crois pas et je m'attends au pire. Parce que même s'ils traversent la frontière, il est probable qu'ils soient expulsés, en dépit du droit international et du droit espagnol qui leur garantirait quand même une prise en charge. Saïd Ayachi, alors le Makhzen a souvent utilisé la carte migratoire, tout comme le narcotrafic ou encore le terrorisme, comme élément pour faire du chantage à ses voisins de l'Union européenne. Moi, je suis de ceux qui continuent de penser que ces opérations, vous venez d'en annoncer une similaire pratiquement pour le 30 septembre, c'est presque à coup sûr, selon moi, une manœuvre des services du Makhzen, dans un double objectif d'ailleurs. Ou peut-être même triple. La première, c'est en dessous, les spires du Makhzen vont encourager la population marocaine exaspérée au bord de l'extrême souffrance à pouvoir tenter l'aventure de l'immigration clandestine. Et donc, ça viderait les rues d'une certaine façon. Ça allégerait un peu la pression de la rue sur le régime marocain. D'autre part, c'est, encore une fois, je le répète et vous venez de le souligner, le Makhzen est expert en matière de chantage et de pression sur l'Europe avec l'immigration clandestine, et cela dure depuis des années, et ça réussit toujours. Surtout si l'on prend en considération la situation actuelle qui existe en Europe, tous les pays européens sont soucieux de l'immigration clandestine qu'il faut juguler, et pratiquement aucun pays européen n'échappe à cette préoccupation majeure qui traversent les vies politiques respectives de ces pays de l'Europe. Et par conséquent, cette pression, cette menace, ce chantage du Makhzen vis-à-vis de l'Europe, pas seulement de l'Espagne, mais de toute l'Europe, je lâcherai l'immigration clandestine si deux choses. Un, il faut défendre, et ça pourrait renflouer les caisses du régime marocain et quelque part peut-être redresser, moi je ne le crois pas, la situation économique. Et d'autre part, surtout, toujours le problème du Sahara occidental, il faut plus de reconnaissance de la mortalité du Sahara occidental et évidemment, ces négociations suivront d'abord l'opération en elle-même. Je pense que le régime du Makhzen court à sa perte parce qu'il pratique la politique de la fuite en avant. Il réutilise des procédés déjà utilisés par le passé et qui ont montré leurs limites et
Et de toute façon, cela ne règle en rien la situation intérieure du Makhzen. Et ce qui est à prévoir, c'est le fossé qui se creuse et qui va se creuser davantage entre la population et la confiance qu'elle a en son roi et son gouvernement. Très bien. Alors, l'Association marocaine pour la protection des deniers publics appelle à une mobilisation dans la capitale marocaine, un appel qui a été rejoint et soutenu par la Fédération de gauche démocratique qui a dénoncé la corruption qui gangrène donc les différentes institutions de l'État, qui demande à prendre des mesures concrètes face à l'impunité dont jouissent notamment des hauts responsables, nous disions tout à l'heure, proches de l'oligarchie, incarnés par le personnage très impopulaire donc le Premier ministre Aziz Akhanouch. Je vous propose d'abord d'écouter l'analyse de l'activiste marocain Badr El-Aïdoudi pour Al24 News. On en parle juste après. Ce qui apparaît et ressort de cette grande fuite, c'est en réalité la corruption dans le Maroc. Cette grande fuite est le résultat de 25 ans de corruption continue qui s'est répandue dans divers secteurs, domaines de la vie de la société marocaine. Parmi ses plus grandes conséquences, la pauvreté, le chômage, la paupérisation, la hausse des crimes, l'immigration clandestine, l'absence de confiance dans les institutions et la justice, la répression, les inégalités sociales, le phénomène de la baisse du pouvoir d'achat dans les marchés marocains, tous ces phénomènes qui caractérisent le niveau de vie des Marocains. L'activiste dénonce une justice aux ordres des organes sécuritaires qui assure l'impunité pour ceux qui pillent les deniers publics et contribuent à approfondir le marasme social dans lequel se trouve empêtré le peuple marocain. Ce qui est important de relever aussi, c'est certaines déclarations qui en ce moment témoignent du fait que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, qu'il est aux ordres, non seulement aux ordres des services sécuritaires qui sont manifestement corrompus. Il y a plusieurs noms de plusieurs responsables au sein de l'appareil sécuritaire qui sont en réalité des hommes d'affaires, des mafieux de l'immobilier, des mafieux qui monopolisent certains marchés, ces hommes qui participent à la violation des droits des Marocains par des détournements et des magouilles. Au-delà de cela, la justice, dans sa relation avec le Makhzen politique, les hommes d'affaires, les gens de l'exécutif, la justice a des relations avec l'entourage royal et les membres de l'exécutif. La justice, de façon générale, joue désormais un rôle d'outil dans le recrutement, l'affrontement, le chantage, la répression de la société civile et ceux qui dénoncent la corruption au Maroc. Gamal Abina, pensez-vous que la montée de la Gronde populaire combinée à la crise économique profonde et à l'indignation par rapport à la normalisation honteuse avec le régime génocidaire sioniste, mais aussi la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance qui s'intensifie, peuvent être des éléments pour une transformation politique profonde dans ce royaume? Il faut espérer qu'il y ait des changements tout de même, parce qu'on a par exemple, je vais rendre hommage à un grand joueur marocain qui a fait vraiment, qui a montré du courage. Ziyech, qui a pris position. Ah, absolument. Il le fait alors qu'il est du RIF, faut pas l'oublier, c'est toujours un peu des frondeurs RIF. Et en même temps, c'est quelqu'un de courageux parce qu'il va dans le sens de l'histoire. Il dit vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas nous imposer ces barbares, ces criminels qui sont en train d'assassiner des Palestiniens comme si de rien n'était. Il faut en finir avec cette paix honteuse. Et donc cet homme a pris et a maintenu sa position jusqu'au bout. D'ailleurs, il a encore fait des dénonciations aujourd'hui. Eh bien, il y a des gens comme ça au Maroc et ils sont légion, ils sont très nombreux. C'est un pays, il ne faut pas l'oublier non plus, qui est très religieux, contrairement à l'idée reçue. C'est un pays où la pratique religieuse musulmane est très installée et où tous ces éléments comme ça qui font violence à la société heurtent la population de façon très profonde. Donc tout ça fait que, comme vous posez la question, est-ce que tous ces éléments de tension, qu'ils soient sociaux, politiques, dans le sud on voit très bien que le Sahara occidental, la reprise des combats, et surtout économique, où il y a un effondrement généralisé de tous les outils, tous les voyants sont dans le rouge aujourd'hui au Maroc. Un pays surendetté. Je fais souvent la comparaison avec l'Algérie, par exemple, des années 90, où lorsqu'on avait 45 milliards de dettes, c'était quasiment le bateau prenait l'eau, dans un pays rentier, pétrolier et gazier. Et le Maroc, il n'a pas ses avantages naturels, se retrouve avec une dette 2 fois supérieure. Donc c'est vrai que là, on peut se poser les questions. Est-ce que c'est la course à la dette? On a 100%, 110% du PIB. Est-ce que le pays est capable de faire face à une augmentation effectivement des coûts énergétiques qui vont moins séduire les entreprises étrangères? Est-ce que sa mainmise sur l'économie est réelle ou fictive? Parce que finalement, ils se vantent beaucoup d'avoir 700 000 véhicules vendus par an. Oui, mais pour qui? Au bénéfice de Renault, qui est 100% propriétaire. Donc tout ça interroge sur l'orientation économique. Je pense que le Maroc, c'est une sorte de
on dira peut-être pas de Taïwan, mais plutôt de Vietnam. C'est une tentative de faire de l'industrialisation, de la création de richesses, mais on reste toujours en bas. Parce qu'effectivement, les leviers ne sont pas entre leurs mains. Donc les fraudes sociales vont augmenter, puisqu'ils n'ont pas de levier économique, ils n'ont pas de réserve. Ils ont du mal à se faire financer leur compte annuel. Donc j'imagine difficilement être sorti par le haut. Hein. Saïd Ayachi, l'alliance colonialiste tissée par l'entité sioniste n'en finit pas donc de susciter colère et indignation chez le peuple marocain, en plus des autres peuples arabes. Hein. Les mobilisations réclamant la rupture immédiate du traité de normalisation de la honte se multiplient. Est-ce là un élément de plus qui jette le discrédit sur le régime marocain, qui augmente les risques d'insurrection populaire ? Oui, dès le premier jour. Dès le premier jour. Cela vient d'être dit, le peuple marocain est très attaché à sa religion. Qui plus est, il a toujours considéré que les titres du roi sont les bienvenus. Ils en ont fait une fierté, commandeur des croyants, président du comité Al-Quds. Et puis, tout d'un coup, on normalise avec ceux qui tuent et répriment les Palestiniens. On donne des accolades et le tapis rouge aux sanguinaires de Sabra Chatila et d'Ar Yassine. Et donc cela est très, très, très mal vécu par le Marocain, y compris le Marocain pauvre, qui pour lui, la question palestinienne, c'est le Quds. Quds, troisième lieu sacré de l'islam. Et par conséquent, il y a comme une trahison du régime et du roi lui-même envers son peuple. Et cela, c'est très, très mal vécu. Cela a commencé avec cela, et cela a nourri la grogne populaire et le mécontentement. Et par conséquent, en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, le régime marocain pratiquant la fuite en avant ne fait que, s'enfoncer encore davantage dans sa collaboration et sa vassalisation par rapport à l'entité sioniste. Et c'est ainsi qu'on a vu dernièrement le régime marocain envoyer une délégation de jeunes pour soutenir, d'une certaine façon, par leur présence en Palestine occupée, pour soutenir ce qui se passe à Gaza, ce qui est très très mal vécu par... évidemment, ce n'est pas les jeunes des couches populaires, c'est la nomenclature. Et par conséquent, aujourd'hui, il ne fait aucun doute que la normalisation, il faut le souligner d'ailleurs, le Maroc est le pays de ceux qui ont normalisé les pays arabes, celui qui est le plus en pointe dans la collaboration avec le régime sioniste, le régime sioniste lui-même, qui ne se gêne pas d'en profiter au maximum. Ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure des entreprises israéliennes qui s'installent très fortement au Maroc, mais il y a aussi une pénétration de la vie sociale. Vous savez que maintenant, je ne sais pas si c'est mis en exercice, mais il y avait un projet d'introduire la loi hébraïque dans le droit marocain, ce qui est très grave. Il y a des chapitres d'instruction dans les manuels scolaires marocains, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, si l'expression est juste, de sionisation de l'instruction marocaine et de la justice marocaine, qui, cela a été dit par M. Abinat tout à l'heure, est aux ordres du Makhzen, bien entendu, parce que c'est un système qui se tient. C'est un système... Donc finalement, ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont fait un pari sur le pire. Pacte avec sur le pire, bien entendu. Et donc cela ne peut mener qu'à quelque chose de très mauvais. Qu'est-ce que c'est quelque chose de très mauvais? Tout simplement, il va y avoir de plus en plus, à mon sens, un divorce réel entre le peuple et le roi. Et si la personne du roi est désacralisée, c'est l'effondrement de la monarchie marocaine, parce que nous allons vers des émeutes à grande échelle, et évidemment, l'étincelle peut partir à partir de n'importe quoi et n'importe où au Maroc. Gamal Abina, en parlant de monarchie, certaines sources affirment que le roi Mohammed VI a déjà pris son envol et qu'il aurait donc déjà quitté le royaume. Des sources médiatiques disent même qu'il est à Paris. Qu'en pensez-vous? J'ai rencontré une fois à Paris, d'ailleurs c'est un type que j'ai trouvé très sympathique. Il est très souvent à Paris, alors à l'époque pour des raisons de santé, hein, évidemment.
parce qu'il sortait d'une opération difficile. C'est quelqu'un qui est plutôt parisien. Il n'est pas tellement. Pour être très honnête, j'ai le sentiment que c'est un homme qui n'était pas intéressé par le pouvoir. C'est un peu l'impression que j'ai eue quand je l'ai vu. C'est quelqu'un qui est très ouvert, très jovial. On peut discuter de beaucoup de choses, hein. J'ai parlé beaucoup d'économie avec lui et pas, surtout d'écologie. Mais c'est quelqu'un qui me semble très, très entouré et avec des gens qui, eux, par contre, ont beaucoup moins d'humour. Donc j'allais dire oui, il doit être à Paris parce qu'effectivement, l'exercice du pouvoir n'a jamais été son truc. Que je pense que tous les textes signés, les décrets et autres, changements constitutionnels, il les regarde plus ou moins de loin comme ça, mais il préfère une vie européenne qu'une vie marocaine, je suppose, hein. Maintenant je dis ça. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas, je ne crois pas que ce soit une fuite de son territoire pour des raisons de problématiques liées au social. Je pense que différentes réformes conduites par lui ont été bien appréciées par la population. Et j'ai envie de comparer lui et son père. Le père était pas du tout populaire. C'est quelqu'un qui était craint et qui ne pouvait pas se balader tranquillement dans la rue sans être inquiété. Il fallait une armée autour de lui, des snipers. Le fils, par contre, Mohamed VI, lui était vraiment beaucoup apprécié par la population. Il pouvait prendre des bains de foule sans difficulté. Il n'était pas inquiété parce que les gens l'aimaient beaucoup. On l'appelait le roi des pauvres. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, les pauvres sont toujours là et que le roi l'est moins. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir quel est son pouvoir réel, qui gouverne réellement au Maroc et qui oriente réellement l'économie marocaine vers un ultralibéralisme sauvage qui ne fait pas de cadeaux aux plus pauvres. Est-ce que ce ne serait pas l'antitessionniste qui gouvernerait le Maroc finalement? Alors, je ne dirais pas que c'est l'antitessionniste parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intervenants. Les Français sont très, très présents au Maroc, hein. Quand vous allez dans un centre commercial, par exemple, c'est Carrefour, évidemment, et tous les produits sont français, un peu suisses, un peu espagnols, mais massivement représentés par la France. Oui, mais Azoulay est bien présent. Oui, mais je dis pas. Alors, je confonds pas sionisme et Azoulay, même s'il est sioniste, je suppose, parce qu'on a eu des Abraham Serpati qui est antisioniste. Je pense qu'Azoulay a toujours été là parce que c'est une sorte d'éminence grise comme ça qui donne des conseils de plus ou moins avisés. Moi, j'ai jamais vraiment cru que ces conseils étaient valables. Mais effectivement, ce rapprochement avec l'antisioniste est sûrement pas étranger à sa présence. Alors maintenant, j'irai pas dire oui, c'est lui parce qu'on n'en a aucune idée. Il y a beaucoup aussi de gens au Maroc qui sont riches et qui pensent que la porte de sortie, c'est de passer en force du côté sioniste, alors qu'ils avaient déjà l'Amérique avec eux. C'était pas nécessaire de faire cela. Et en même temps, il y a un mépris de classe, évident. Le peuple ne compte pas. C'est-à-dire que, quels que soient les remontades du peuple, quelles que soient les manifestations, on s'en fiche. On est entre nous, bien installés, on pense qu'on est éternel. Et tout ça, c'est des conditions qui sont extrêmement délétères par rapport à la paix sociale. Très bien, merci Gamal Abina. Je reviens vers vous, Saïd Ayachi. On évoquait tout à l'heure la normalisation. À cette normalisation s'ajoute également le Rif ou encore le Sahara occidental. Donc finalement, ce sont 3 fronts à gérer pour le royaume. Est-ce que ce n'est pas beaucoup ? Certainement, laissez-moi dire un mot sur Azoulay. Bien sûr, allez-y. Remarquons quand même que c'est le personnage politique qui existe depuis 45 ans. Oui. Il est au sommet de la pyramide puisqu'il était conseiller du roi. Il a d'abord commencé par le fait de gérer la cassette du roi, c'est-à-dire le trésor royal, et puis il a pris du grade de plus en plus avec Hassan II, mais surtout maintenant de façon dominatrice avec Mohamed VI. C'est l'homme lige, c'est l'homme pivot du Makhzen, et Azoulay est là pour, à mon sens, je suis de ceux qui croient que Azoulay est là pour appliquer les ordres qui lui viendraient de Tel Aviv, de Paris ou de Washington. C'est-à-dire, il a travaillé pour d'autres maîtres que, d'ailleurs, je pense qu'il, pour lui, à Khanouch et tout ça, c'est de la valtaille. Lui, ses véritables patrons sont hors Maroc, et lui, c'est le régent, en fait. Et qui dit Sayanim dit Azoulay. Absolument. Et donc, vous me posez la question sur... Donc la question, c'était à la normalisation, s'ajoute donc le Rif et le Sahara occidental. Ah, évidemment. Le Rif reste quand même, depuis la révolte de Abdelkrim el-Khattabi, une épine permanente dans le pied du régime marocain. Et évidemment, la résistance rifaine ne s'est jamais arrêtée. Évidemment, elle a été réprimée, elle a été d'une certaine façon mise sous les noir, mais la flamme existe. Je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé dernièrement à Bruxelles, où il y a une communauté rifaine qui a fêté la commémoration de la proclamation de la République du Rif de 1926. Et donc, cette flamme existe, et donc, j'allais dire, il faut juste, elle est entretenue, il faut juste lui souffler dessus, souffler sur les braises pour que les choses arrivent. Et donc, ça reste un souci du Makhzen et des services marocains, parce que cela peut partir, là aussi, on ne sait pas, dès qu'une occasion favorable puisse lui être donnée. Quant au Sahara occidental, on a vu que la politique du fait accompli et la fuite en avant au Sahara occidental, j'allais dire,
ne donne pas les résultats escomptés par le Makhzen, que la question reste quand même au niveau des Nations Unies, et le secrétaire général s'en occupe pour essayer de dynamiser les négociations entre les deux belligérants. Le droit international reste évoqué à chaque fois que la question est mise sur la table. Par conséquent, elle est justiciable de l'application du référendum et de l'organisation du référendum d'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui. Cela, personne ne peut le changer. Et la résistance sahraoui, j'allais dire, est là, toujours là, présente. Il y a des engagements meurtriers de la part de l'armée sahraoui contre l'armée d'occupation marocaine. Il y a la résistance des civils sahraouis dans les villes de Dakhla, de l'Ayoun et Bouchitour. Donc le dossier est là, est bien là, et le Maroc ne peut pas, par un tour de passe-passe ou par une pirouette, malgré le l'embargo médiatique qui est placé sur le dossier, il ne peut pas nier l'existence de ce peuple qui lutte pour son indépendance et qui d'ailleurs, nous avons vu dernièrement ce qui s'est passé à Tokyo, où malgré les manigances qui ont été, et les pressions qui ont été faites par les Marocains sur les Japonais, le Sahara occidental a vu conserver sa place au niveau de cette conférence internationale. Très bien, merci Saïd Ariachi. Gamal Abina, une dernière question pour vous. Alors, le Maroc n'est peut-être pas connu pour son économie, mais il est connu pour sa production de cannabis, là, parmi les premières donc, dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement de ça? Jusqu'à présent, c'est surtout le Rif oriental, pour le coup, qui produisait beaucoup de cannabis pour des raisons évidentes de misère sociale. Et effectivement, c'est une surproduction très importante qui abreuvait un peu l'Europe, qui allait sur la frontière algérienne. Enfin, c'était un peu une catastrophe. Là, aujourd'hui, ils ont trouvé un petit tour de passe-passe. Ils parlent maintenant du cannabis thérapeutique. Donc, ils ont légalisé la culture du cannabis sous un cadre légal plus ou moins pas très bien défini d'ailleurs. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que cette culture qui ne s'est jamais arrêtée, on l'a bien compris, qui n'a jamais été inquiétée par les autorités, puisse passer dans une voie légale, médicale, afin d'abreuver les laboratoires et surtout les différents centres de santé en Europe. Donc c'est une méthode comme une autre. J'ai envie de dire que moi j'ai surtout à cœur le bien-être des Rifains qui en souffrent évidemment parce qu'ils préféraient vivre autrement qu'avec ce genre de culture de la drogue. Mais on n'est pas prêt de voir ça s'arrêter, je vous le dis franchement. Très bien, merci Gamal Abina, merci à vous et également Saïd Ariachi d'avoir été avec nous ce soir. Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition spéciale. Très bonne soirée.